Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un sujet passionnant, le combat, qui dure depuis des décennies, contre la tuberculose, et surtout comment les traitements ont évolué. Alors voilà le programme. On va d'abord essayer de comprendre ce qui rend la tuberculose si coriace. Ensuite, petit retour en arrière pour voir les toutes premières victoires. Après ça, on analysera la stratégie d'aujourd'hui et on verra comment elle est mise à mal par la résistance. Et enfin, bien sûr, on se demandera ce que l'avenir nous réserve. Bon, première étape, comme promis, pourquoi est-ce que cette maladie est un tel casse-tête? Et c'est là que ça devient un peu fou. On a des traitements qui marchent, et ce depuis plus de 40 ans, et pourtant, la tuberculose reste une des maladies les plus meurtrières au monde. C'est un vrai paradoxe. Alors, face à cet ennemi ancestral, comment est-ce que la riposte s'est organisée? Quelles ont été les premières armes? Et là, cette chronologie, elle parle d'elle-même. En 1944, on découvre la streptomycine, mais la bactérie résiste quasi immédiatement. Alors on ajoute un autre médicament en 52, mais le traitement dure 24 mois, 2 ans. Puis petit à petit, en 60, puis en 80, on arrive à réduire ce temps à seulement 6 mois. On passe de 2 ans à 6 mois. C'est juste une révolution. Et tous ces progrès, ils ont mené à une conclusion absolument capitale. On a compris qu'attaquer la tuberculose avec une seule arme, eh bien ça ne marche pas. Il faut sortir l'artillerie lourde, un véritable arsenal thérapeutique. Cette stratégie, en fait, elle est assez simple. Il faut des médicaments qui font 3 choses. Premièrement, tuer les bactéries qui se multiplient à toute vitesse. Deuxièmement, éliminer celles qui sont en quelque sorte en hibernation. Et troisièmement, et c'est crucial, empêcher les survivantes de devenir résistantes. C'est une attaque sur tous les plans. Et là, on voit très bien pourquoi il faut cette combinaison. Parce que la bactérie, elle est maligne. Elle se planque dans des milieux acides, dans les macrophages. Là, c'est le PSA qui est le plus fort. Parfois, elle va dans des zones sans oxygène. Là, seule la rifampicine peut l'atteindre. Et quand elle se multiplie dans les poumons, l'INH et la rifampicine sont les plus efficaces. Il faut donc une équipe de choc pour la déloger de toutes ces cachettes. Et tout ça, ça nous amène au traitement standard d'aujourd'hui. Un cocktail de 4 médicaments. Isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et éthambutol. Alors, comment ça marche? D'abord, l'isoniazide, ou INH. Son job, c'est d'attaquer la paroi de la bactérie. En gros, il l'empêche de construire son mur de protection. Sans ce mur, la bactérie est complètement à découvert, vulnérable. Ensuite, on a la rifampicine. Elle s'attaque au cœur de la machine. Elle va bloquer une enzyme essentielle à la production des protéines. Pour faire simple, c'est comme si on coupait le courant dans une usine. Plus rien ne fonctionne. Troisième membre de l'équipe, le pyrazinamide. Lui, il perturbe la production d'énergie de la bactérie. C'est un peu comme si on lui vidait ses batteries. Plus de jus, plus de défense. Et pour finir, l'éthambutol. Lui aussi, il s'attaque à la paroi, mais d'une manière différente de l'INH. C'est une double attaque sur les fortifications de la bactérie. La muraille a peu de chances de tenir. Alors, ce traitement s'organise en 2 phases. D'abord, une phase intensive de 2 mois avec les 4 médicaments. Ensuite, une phase de continuation de 4 mois avec seulement l'INH et la rifampicine pour éliminer les dernières survivantes. Et le résultat de ce protocole, recommandé par l'OMS, est spectaculaire. Plus de 95% de guérison. Mais, il y a un mais, et il est de taille, il faut que le traitement soit suivi religieusement. Parce que oui, l'histoire serait trop belle. Le problème, c'est que quand les traitements ne sont pas bien suivis, l'ennemi en profite. Il apprend, il s'adapte et il contre-attaque. C'est là qu'apparaît le vrai monstre de cette histoire, la résistance. Et cette résistance, elle ne vient pas d'un coup. C'est une escalade. Au début, on a la monorésistance. La bactérie devient insensible à un seul des médicaments. C'est la première brèche selon Armure. Mais ensuite, ça s'aggrave très vite. On passe à la multirésistance, la fameuse MDR-TB. Et là, ça ne rigole plus. La bactérie devient résistante à l'isoniazide et à la rifampicine, c'est-à-dire nos 2 médicaments les plus puissants. C'est comme si nos meilleures armes se brisaient d'un coup. Et si on pensait avoir touché le fond, eh bien non. Il y a encore pire. Le cauchemar total, c'est la XDR-TB, la tuberculose ultra-résistante. Là, non seulement les armes principales sont inefficaces, mais les traitements de secours le sont aussi. On se retrouve quasiment à court d'options. Et ça, c'est terrifiant. Alors, comment on en est arrivé là? Eh bien, les causes sont presque toujours les mêmes. Un traitement avec un seul médicament au lieu de 4. Un traitement interrompu trop tôt. Des doses mal calculées. Ou pire, des médicaments de mauvaise qualité. Chaque erreur est une opportunité pour les bactéries les plus résistantes de survivre et de se multiplier. Face à cette menace qui grandit, que peut-on faire? La réponse est évidente. Il faut innover. Il faut de nouvelles armes. Une véritable course contre la montre est engagée. Et la recherche avance sur 3 fronts. D'abord, on essaye de reformuler des médicaments qu'on connaît déjà pour les rendre plus efficaces.
Ensuite, on explore des antibiotiques qui n'étaient pas prévus pour ça, mais qui marchent. Et enfin, le Graal. On découvre et on développe de toutes nouvelles molécules. C'est une mobilisation générale de la science. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale. La bactérie s'adapte sans cesse. C'est une leçon d'évolution en accéléré. La question c'est, est-ce que notre propre ingéniosité, notre science, pourra toujours garder une longueur d'avance ? C'est une course-poursuite entre l'humanité et un microbe, dont l'issue déterminera la santé de millions de personnes.